Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 3 août 2022. Alors, ça pourrait être le 4 août, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez le visionner. Alors, je vous fais ce point de marché un petit peu avant la fin de la semaine, puisque je pars en vacances pour 3 semaines en Italie. Donc, alors j'essaierai, hein, en fonction de la connexion Internet, peut-être de faire un petit point, des points plus rapides, hein, que ce que je fais là, pour éventuellement vous informer de ce qui se passe sur les marchés, parce que les marchés ne s'arrêtent jamais. Mais bon, c'est pas garanti. Donc là, je vous fais un petit peu un dernier point avec des graphiques détaillés, etc. Effectivement, je ne garantis pas que sur les 3 prochaines semaines, ça puisse être aussi détaillé. Alors, donc sans perdre de temps, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, le titre de cette vidéo s'intitule 2023 en ligne de mire, parce qu'effectivement, alors il y a eu beaucoup de remarques, hein, je suis un petit peu les commentaires avec beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ne comprennent pas pourquoi la bourse rebondit aussi bien, fait preuve d'autant de résilience, alors que les mauvaises nouvelles finalement fusent. Alors, justement, l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu d'essayer de me mettre un petit peu dans la tête de ce qui se passe sur les marchés. Alors d'abord, hein, je commence par les disclaimers, hein, voilà, donc faut toujours faire attention à tout ce qui peut être dit, notamment sur internet, hein, moi compris, donc toujours challenger les choses et vous former, et ne pas hésiter à faire appel à un conseiller en investissement ou en gestion de patrimoine pour avoir des conseils personnalisés en investissement. Alors on commence, hein, euh, pour début de semaine, hein, qui est tombé. Voilà, breaking news, hein, rien que ça, l'humanité en danger. Le chef de l'ONU alerte sur les risques d'un conflit nucléaire, hein. Donc là, voilà, je vous mets le lien, hein, vous pouvez y aller, hein, même les journaux qui ont pignon sur rue en parlent, hein. Donc comme si cela ne suffisait pas, entre avec ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, etc. Là, l'inquiétude du chef de l'ONU porte sur l'escalade verbale pour le moment qui a lieu entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Et pourtant, les marchés ne réagissent quasiment pas à cette nouvelle, comme si finalement, bah, il ne se passait rien. Un petit peu, on l'avait déjà observé avec le Covid, hein, il y a un an et demi, on voyait des records de contamination être battus, et les marchés finalement n'en avaient cure, et ils avaient réagi violemment lors de la première vague. Et puis après, bon, bah, le Covid, c'était plus rien. Et là, c'est un petit peu pareil, hein, il y a une tendance des marchés à s'habituer finalement aux mauvaises nouvelles. Bon, alors derrière cela, la réalité est un peu plus complexe, évidemment, sinon je ne me casserai pas la tête à vous faire cette vidéo. Et justement, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette résilience des marchés. Alors, d'abord, bon, bah, voilà, je vous parle un petit peu de l'actualité, alors beaucoup plus légère, évidemment. Cette semaine, on rentre dans la période estivale, les principaux chiffres économiques sont tombés, les publications sont tombées, j'en ai parlé la semaine dernière. Heu, voilà, alors évidemment, l'actualité, c'est la géopolitique, hein, qui ne prend pas de vacances. On a toujours l'enlisement du conflit en Ukraine et cette poussée de fièvre, de tension entre la Chine et les États-Unis suite à la venue de Nancy Pelosi à Taïwan. Donc évidemment, ça fait grincer des dents, puisque Taïwan officiellement fait partie de la Chine, et évidemment, tout geste un petit peu déplacé, notamment des Américains, qui pourraient envoyer un signal comme quoi Taïwan est indépendante de la Chine, pourrait être perçu comme une déclaration de guerre par la Chine. Et il y a eu d'ailleurs, en réaction à cela, des manœuvres militaires qui ont lieu dans le détroit de la mer de Chine par les autorités chinoises. Donc tout ça, ça crée pas mal de tensions, ce qui a poussé d'ailleurs le président de l'ONU, hein, à lancer un signal d'alarme, un cri d'alarme sur un vrai risque, sur un malentendu
qu'il y ait un embrasement, une troisième guerre mondiale qui pourrait être évidemment nucléaire. Alors, malgré le workflow de nouvelles négatives, donc il y a eu d'autres nouvelles négatives qui sont tombées ces dernières semaines. L'inflation observée qui continue à battre des records, la situation russo-ukrainienne qui ne s'améliore pas, les tensions entre la Chine et les États-Unis qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis l'ère Trump, et les États-Unis qui sont rentrés techniquement en récession, le marché tient. Pourquoi? Alors, il y a des choses, il y a déjà, j'ai déjà évoqué ce point. Les marchés, alors il y a plusieurs raisons. Il y en a deux que j'ai déjà évoquées dans les dernières vidéos. Premièrement, les marchés ont été survendus au premier semestre 2022, qui, je rappelle, a été le pire depuis 1970. Donc, les vendeurs à découvert se retrouvent surpris par la remontée des cours qui a eu lieu tout au long du mois de juillet et sont obligés de couper leur position. Ça peut faire rire aujourd'hui, mais quand le CAC 40 est venu taper les 5800 points, quand le Dow Jones a enfoncé momentanément les 30 000 points, beaucoup de personnes, dont quand même des grands gourous, dont ceux qui avaient prévu la crise des subprimes, ont alerté sur un risque de crack boursier majeur, vraiment un Ursus Magnus, de crack majeur. Et donc, du coup, beaucoup de personnes ont anticipé ce crack et se sont mises en vendeurs à découvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mois de juillet a marqué une remontée des cours boursiers et les vendeurs à découvert se sont retrouvés avec des grosses moins-values qui sont obligés en ce moment, au moment où je vous parle, de clôturer. Or, un vendeur à découvert, au moment de couper sa position, devient un acheteur. Parce que quand vous êtes un vendeur à découvert, lorsque vous voulez couper votre position, ça revient à racheter votre position à un cours plus élevé. Donc, on a ce qu'on appelle des mouvements de rachat panique de position de vente à découvert. Et ça, évidemment, beaucoup de personnes se sont fait piéger. D'ailleurs, vous voyez, le 3 juillet 2022, j'avais fait un point marché intitulé « Le pire semestre depuis 1970 ». Alors moi, je ne me suis pas précipité à vendre à découvert, mais j'avais quand même mis le haut là en disant que la situation des marchés n'était pas terrible. Beaucoup de personnes ont sauté le pas en se disant, en ayant eu peur d'être passé à côté, en ayant peur de passer à côté du gros de la baisse, et se sont mises à vendre à découvert. Et en fait, les marchés ont rebondi en juillet. Et là, en fait, en ce début du mois d'août, on observe un rachat de personnes qui sont prises à la gorge, surtout avant de partir en vacances, qui rachètent leur position de vente à découvert. Et donc, du coup, on a une poursuite de la hausse des bourses. Donc ça, c'est le premier point qui explique pourquoi les marchés tiennent bien le coup. La deuxième explication, j'en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo du 31 juillet 2022, la microéconomie envoie du lourd. Donc, ça, en fait, ce sont des entreprises, des grosses entreprises comme Amazon, Tesla, Apple, LVMH, qui tiennent très bien le coup. D'ailleurs, ces entreprises, la valeur de ces entreprises est déjà revenue avant la crise en Ukraine. Et ça, c'est lié à des capitaines d'industrie comme Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, qui rassurent pleinement les analystes. Et d'ailleurs, certaines entreprises comme LVMH ou Amazon sont considérées comme des valeurs refuges encore mieux que les métaux précieux ou que le monétaire. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi finalement aussi on peut être un petit peu déçu du comportement des cours de l'or ou de l'argent, parce que tout simplement, une partie des investisseurs se disent qu'il vaut mieux investir dans LVMH ou dans Amazon, dans Apple, que dans des métaux précieux qui ne dégagent aucun dividende. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est que les marchés sont dans l'anticipation. Les marchés ont intégré le pire et commencent à pricer le meilleur pour l'année 2023. Alors, que parie le marché pour l'année 2023? Alors, il parie une baisse de l'inflation à cause de la baisse de la demande et de la politique monétaire. Voilà, les marchés pensent que ces hausses de taux, couplées au fait que la demande
va s'essouffler, va entraîner une baisse des cours des matières premières énergétiques et alimentaires et l'inflation va s'assagir tout seul. Premier point. Deuxième point, la récession technique, hein, parce que les États-Unis sont officiellement en récession, on aura une récession technique, mais que cela ne va impacter ni le marché de l'emploi, ni le dynamisme de la consommation. Donc, c'est ça qui est très, très marrant, c'est qu'on a des marchés qui price la récession, hein, on est en récession technique et on reprice une nouvelle récession en 2023, puisqu'on a une inversion de la courbe des taux aux États-Unis, mais on ne price pas un ralentissement. Le marché estime que le marché de l'emploi est trop dynamique pour être affecté par une récession. Et ça, c'est une première depuis ces 30 dernières années, parce que depuis 30 ans, à chaque fois qu'il y a une récession, à chaque fois, on a une forte poussée du chômage et un effondrement de la consommation. Là, le marché, en fait, il voit le bon côté de la récession. On a une récession technique, baisse des taux, baisse de l'inflation, mais pas de ralentissement, enfin pas d'effondrement de la consommation et pas de remontée trop forte du chômage. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point en corollaire de tout ça, c'est un assouplissement de la politique monétaire avec des baisses de taux aux États-Unis qui commenceraient à intervenir dès la fin du premier trimestre 2023. Quatrième point positif que anticipent les marchés, c'est la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie suite à un épuisement des combattants et en particulier des combattants russes. Cinquième point, très bonne résilience de l'Europe au risque de coupure du gaz par la Russie pour l'hiver prochain. Donc les marchés n'anticipent plus un risque de coupure du gaz. Alors on a pourtant Ursula von der Leyen qui alerte les consommateurs américains sur un vrai risque de pénurie de gaz, de pétrole pour l'hiver prochain. En tout cas, les marchés, eux, ne le voient pas ainsi. Ils pensent que la Russie ne mettra pas ces menaces à exécution et que le gaz et le pétrole vont couler à flot pour l'hiver prochain. Et enfin, sixième et dernier point, les marchés entrevoient la fin définitive des restrictions sanitaires dans le monde, donc y compris sur la Chine. Donc absence de retour de pandémie et on sort, c'est là vraiment 2023, ce sera la fin terminale des restrictions sanitaires dans le monde entier. Alors en Europe, c'est déjà la fin des restrictions sanitaires, mais le marché anticipe que ce sera partout pareil dans le monde. Donc là, on a évidemment finalement, le marché anticipe le mieux dans quasiment tous les domaines pour 2023. Et toutes les mauvaises nouvelles, l'inflation très élevée, le risque de récession, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est dans les cours. Les marchés se disent que ça y est, on le vit et il n'y a pas de raison que ça s'envenime pour les prochains mois. Alors, le gros problème, c'est que quand l'élastique est tendu dans un sens, il suffit qu'il y ait une mauvaise surprise pour évidemment retourner les marchés. Alors voilà, moi je liste un petit peu les scénarios qui pourraient se produire et casser le rebond actuel. Alors il y en a beaucoup. Premier risque, c'est que l'inflation ne baisse pas aussi vite que prévu. Alors oui, l'inflation va baisser, forcément, on va avoir des effets de base, mais on ne va pas forcément revenir à 2% d'ici 2023. Hein. Peut-être que l'inflation va rebaisser, mais rester à des niveaux de 4, 5 ou 6%, ce qui est plus bas qu'actuellement, mais évidemment pourrait inciter la Réserve fédérale à ne pas baisser les taux dès le début de l'année 2023. Premier risque. Deuxième risque, c'est que la récession technique se transforme en hard landing, en véritable récession avec hausse du chômage et chute du moral du consommateur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Troisième risque, c'est le rebond de l'épidémie du Covid avec un variant contagieux et dangereux qui échappe au vaccin. Et du coup, on repart sur un nouveau cycle de reconfinement. Quatrième risque, c'est l'extension du conflit russo-ukrainien. Pour le moment, ce conflit est passé sous silence par les marchés, mais ce risque peut très très bien durer. Les Russes ont montré une capacité à tenir un conflit de haute intensité sur une longue période et le risque peut très très bien s'envenimer et s'étendre, notamment à la Géorgie, à la Transnistrie et pourquoi pas déborder vers les pays baltes. Cinquième risque, c'est qu'il y ait un incident militaire, hein, j'en parlais, entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Hein, un avion chinois qui serait abattu par erreur ou à l'inverse, hein,
un avion américain qui serait abattu par les Chinois ou des avions chinois qui survoleraient de trop près l'île de Taïwan. Et ça peut assez rapidement dégénérer. Septième point, l'arrivée au pouvoir de populistes dans un gros pays comme l'Italie, la France ou le Royaume-Uni. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Au Royaume-Uni, on va avoir de nouvelles, on va avoir de nouvelles élections suite au renoncement de Boris Johnson. Rien ne dit que l'un des deux finalistes n'adopte un discours populiste pour gagner les élections. Ça, c'est pour le UK. Pour la France, on voit bien que Emmanuel Macron n'est pas à l'aise avec la majorité, enfin avec l'Assemblée nationale actuelle. Donc, il peut très très bien être poussé à dissoudre l'Assemblée nationale avec un risque, surtout à l'approche de l'automne, qu'il y ait que les mouvements comme la NUPES ou le Rassemblement national fassent encore mieux qu'actuellement. Ça, c'est pas à exclure, avec notamment sur fond de manifestations, de grèves à la rentrée. Et puis enfin, il y a l'Italie. Ça, c'est plus inquiétant, puisqu'il va y avoir aussi des élections en Italie à la rentrée. Et là, au moment où je parle, les populistes de droite, plutôt droite dure, sont donnés favoris. Ça pourrait lézarder le front, notamment européen, par rapport à la Russie. Et enfin, dernier point que les marchés sous-estiment, c'est le risque de repricing, d'un enlisement économique de la Chine. Parce qu'au moment où je parle, la Chine traverse une énorme crise économique. De toute façon, on le voit sur les cours boursiers chinois. On a une énorme crise immobilière. On a des millions de Chinois qui n'ont pas de logement parce que les constructeurs chinois n'arrivent plus, sont pris à la gorge, sont étranglés financièrement, ne finissent plus les chantiers. Des millions de Chinois ne peuvent donc se loger. Ils attendent de pouvoir emménager dans les lieux et pour protester, ils ont arrêté de payer leur mensualité de crédit, ce qui met en grande difficulté de nombreuses banques chinoises. Et vous voyez bien, crise immobilière, crise financière. Aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé, globalisé. Rien ne dit qu'il n'y a pas un risque qu'on apprenne que une grosse banque européenne ou américaine soit obligée de fermer des fonds qui sont exposés à des produits structurés, monétaires, indexés sur l'immobilier chinois. C'est quelque chose qui n'est clairement pas à exclure. Pour le moment, on n'en entend pas parler, mais je vous rappelle que la crise des subprimes est partie sur BNP Paribas, qui a dû, en catastrophe, en plein été 2007, fermer un fonds monétaire dynamique parce que justement, ce fonds était devenu illiquide à cause justement des prix d'immobilier qui ont commencé à baisser aux États-Unis et les subprimes, les crédits subprimes qui n'étaient plus honorés, qui n'étaient plus remboursés. Donc attention au risque de contagion de la crise chinoise que l'on observe actuellement et qui était quand même à l'origine d'une baisse de plus de 30% de la bourse chinoise depuis ses plus hauts en février 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc attention, on a quand même pas mal de nuages, de choses, de risques qui s'amoncellent et que les marchés pour le moment ne price absolument pas. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à découvert les marchés. Les marchés sont très très résilients, ils sont très très costauds à la résilience, notamment sur le plan microéconomique. Apple, LVMH qui démontrent leur capacité à jouer le rôle de valeur refuge. Donc attention, il ne faut pas se précipiter à shorter les marchés, mais il faut aussi faire attention à ne pas se précipiter à faire du levier, parce que vous avez raté la hausse du mois de juillet, à faire des leviers, à faire du all-in par peur d'avoir raté, de rater le rebond qui est en cours. Voilà. Alors, je vais passer maintenant justement au marché. Alors, je vais surtout m'attarder sur les marchés actions, parce que sur les autres marchés, il n'y a pas grand-chose à noter. Donc, sur l'obligataire, les taux continuent à se détendre. On voit les taux français qui sont à 1,30%. Les taux américains qui sont maintenant bien en dessous de 3%, qui sont à peu près à 2,75%. Sur les spreads, pas grand-chose à noter. Des spreads entre la France et l'Allemagne qui tournent toujours autour de 50 points de base et entre l'Italie et l'Allemagne autour de 200
points de base. Voilà, pas grand-chose sur les marchés de spread. Sur les marchés Forex, pas grand-chose à noter. On a toujours un euro-dollar qui fluctue entre 1,01 et 1,03. À partir de 1,03, on pourrait commencer à parler d'un renversement de tendance sur l'euro-dollar. Pas grand-chose à noter sur l'euro-livre et sur l'euro-franc suisse qui se maintient sous la parité. Alors, on va passer sur le marché action qui, quelque part, nous occupe un peu, qui nous occupe le plus, puisque ce sont les marchés actions qui ont le plus violemment rebondi en juillet. Alors, on voit le CAC 40, une excellente résilience du CAC 40 qui a, après avoir titillé les 6500 points, s'est replié en début de semaine avec ce qui se passe notamment avec la Chine, Taïwan, etc. Mais on voit en pas horaire, c'est un repli, c'est finalement une saine correction. Le CAC 40 revient se poser sur cette moyenne mobile en pas horaire, sur cette moyenne mobile qui fait office de support depuis le mois de juillet, depuis début juillet. Il s'est posé dessus, il a rebondi, là il est en train de fortement rebondir en direction de nouveau des 6500 points. Et il n'est pas exclu que l'on observe un peu un phénomène un peu de tasse et de anse. On a l'anse qui se forme, une forte remontée, une reprise de souffle, une remontée, peut-être une nouvelle consolidation sur les 6500 points avant de breaker à la hausse en direction des 6600 points. Je rappelle, la zone des 6600, 6666 points, c'est la très, très grosse zone de résistance que le CAC 40 devra franchir. Je rappelle qu'au moment où je parle, LVMH, donc qui est quand même la grosse capitalisation, la plus grosse capitalisation du CAC 40, est déjà revenu à ses cours d'avant la crise en Ukraine. Donc pour le moment, depuis le début de la crise en Ukraine, LVMH engrange des bénéfices. L'action est déjà au-dessus de ses niveaux de début de crise en Ukraine. Mais évidemment, pour que le CAC 40 dépasse les 6600 points, il faudrait que d'autres poids lourds cassent aussi leur résistance. Alors, on a déjà LVMH, on a évidemment Total, toutes les entreprises de l'énergie qui ont bien profité finalement du rebond des cours de l'énergie. Et donc, du coup, voilà, on a les banques aussi qui profitent de la remontée, qui ont profité de la remontée des taux. Je rappelle, quand les taux montent, les banques, elles ont plus de marge, elles peuvent davantage marger sur les crédits immobiliers qu'elles font à leurs clients. Ça se voit moins si vous prenez 20 points de base de marge. Ça se voit beaucoup moins si vous avez des taux à 2 que quand vous avez des taux à 0,2. Voilà. Donc, les banques ont bien rebondi, mais ça ne suffit pas pour que le CAC 40 puisse casser la zone des 6600 points. Il faudrait que d'autres poids lourds du CAC 40 suivent. Donc, on attend évidemment ce que vont faire les entreprises dans les prochaines semaines. Alors, sur le Dow Jones, pareil, il consolide sainement, mais on voit que la violence du rebond sur le Dow Jones est moins marquée que pour le CAC 40. Alors, on a quand même la zone des 32 000 points qui fait vraiment office de support, clairement. Et là, le Dow Jones doit franchir la zone des 33 000 points pour relancer sa tendance haussière, sachant que je rappelle, contrairement au CAC 40, le Dow Jones n'est pas encore sorti de son long canal baissier. Il faut qu'il franchisse pour cela la zone des 33 500, 34 000 points. On voit le haut, en pas horaire, le haut du canal rouge ci-dessus. Alors, sur le Nasdaq, à la faveur d'une détente sur les taux continue sa remontée sans même aucune reprise de souffle. Il n'y a aucune reprise de souffle sur le Nasdaq. On voit les vagues depuis début du mois de juillet. Première vague de hausse, reprise de souffle. Deuxième vague de hausse, reprise de souffle. Troisième vague de hausse. Et là, on n'a même pas l'impression qu'on va avoir la reprise de souffle qu'on a eue vers le 20 juillet. Là, le Nasdaq donne l'impression de vouloir directement repartir à la hausse. Alors attention, on a quand même cette zone des 13 000, 13 500 points avec le haut aussi, comme pour le Dow Jones, du canal baissier. Alors sur le Nikkei, l'indice japonais peine à casser la zone des 28 000, 28 500 points. On a là, en juillet, pareil, on a eu le rebond du Nikkei, mais on voit que
contrairement au CAC 40 qui a prolongé, qui prolonge, on voit que le Nikkei a du mal à casser. On voit plusieurs fois les 28 000 points le Nikkei bute sur la zone des 28 000 points. Et ça, c'est une zone à surveiller de très près. Alors, à contre-tendance des autres bourses, on voit en Chine, ça ne va pas du tout, ça ne va absolument pas. On a encore eu une très, très forte baisse cette semaine. Au moment où je vous parle, on n'est que mercredi soir. Mais en 3 jours, on a encore les indices chinois qui ont décroché de 3 à 4 %. Donc, c'est très, très compliqué. La hausse, on a eu une remontée des indices chinois au courant du mois de juin. Et là, l'intégralité de la hausse sur les plus bas observés depuis des années, en dessous des 13 000 points, l'intégralité, quasiment 80%, 90% du rebond qu'on a eu à partir des plus bas a été effacé par la baisse continue de la bourse chinoise que l'on voit depuis déjà 2-3 semaines. Et là, on voit la bourse chinoise qui va revenir tester les 13 000 points qui représentent un point bas, qui représente le bas du canal haussier de très long terme. Quand je parle de canal haussier de très long terme, on parle d'un canal haussier sur 10 à 15 ans. Donc là, on arrive vraiment dans le dur. La crise économique que traverse la Chine est très sérieuse. C'est l'équivalent de la crise des subprimes aux États-Unis observée en 2008. Là, clairement, en Chine, on a des promoteurs qui sont au bord de la faillite. On a eu Evergrande. On a des particuliers qui sont en colère, qui ne peuvent même plus emménager dans les logements qui ne sont pas finis. On a des particuliers donc, qui arrêtent de payer leur crédit immobilier, des banques qui sont en grande difficulté. C'est assez compliqué ce qui se passe en Chine. On voit d'ailleurs le yuan chinois qui perd du terrain par rapport au dollar. On voit la bourse chinoise qui baisse également. Attention à ce que ça ne finisse pas par contaminer les autres places boursières, notamment via le canal des produits structurés. C'est déjà arrivé en 2008. Alors oui, vous me direz, les États-Unis, c'est un marché qui est beaucoup plus interconnecté avec les autres places boursières. Attention, la Chine reste quand même interconnectée avec les autres places boursières. Alors peut-être pas via les produits structurés, mais on peut très très bien avoir une contagion de la crise économique chinoise à d'autres places boursières, d'autant plus qu'on a aussi des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Donc attention, il faut quand même surveiller la bourse chinoise de près. Alors pour celles et ceux qui sont investis sur la Chine, mais aussi pour celles et ceux qui sont investis sur d'autres indices qui peuvent très très bien être contaminés par ce qui se passe en Chine. Alors sur l'Inde, par contre, aucun problème. L'Inde, les marchés indiens sont en train de tester leur record historique. Alors là, on est dans une zone, une résistance énorme, qui correspond au record historique, qui a été tapé une première fois en novembre, en janvier, en avril, en mai. Et là, ça y est, on est en train de retester les records historiques de la bourse, enfin des bourses indiennes. Donc là, c'est un point très important, une grosse résistance sur laquelle, moi, évidemment, j'avais acheté. Moi, je pensais j'avais acheté sur le record historique. Donc là, j'ai pas fait une bonne affaire, parce que, enfin, vous achetez pas sur des records historiques. Enfin, c'est quelque chose en général que je déconseille. Bon, il se trouve que moi, j'ai acheté des actions indiennes sur le record historique. Alors, j'ai pas non plus misé ma chemise. J'ai laissé filer, comme on dit. Et là, on voit que la bourse indienne revient sur les records historiques et sur la zone où j'avais acheté. Pour le moment, on va voir si l'Inde va pouvoir relancer à la hausse la tendance boursière. En tout cas, sur l'ensemble des places boursières, les marchés indiens sont ceux qui surperforment l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Alors, on a la Chine qui sous-performe clairement. On a l'Inde qui surperforme clairement. On a les marchés américains qui sont plutôt positifs. Et puis, on a quand même un marché qui surperforme. Alors, pas autant que l'Inde, c'est le marché français, le CAC 40, notamment grâce au luxe. Et si jamais l'Inde devait au contraire repartir à la hausse, casser les plus hauts, on pourrait avoir un effet de richesse en Inde qui pourrait alimenter les achats de luxe d'une partie de la population indienne et aider LVMH
à la hausse. Ça aussi, c'est quelque chose à surveiller. Alors, sur l'Afrique du Sud, il n'y a pas grand-chose à noter. Ça n'a pas énormément bougé. On est toujours au niveau de la moyenne mobile 100 en page journalier. Pareil pour le Brésil, on est en dessous de la moyenne mobile 100 et au-dessus des 100 000 points. Donc voilà un petit peu pour les marchés actions hein, qui, à part la Chine où ça entre guillemets ça dégueule bien. Sinon, on a des marchés qui temporisent, notamment les marchés américains et japonais, brésiliens et sud-africains. Donc on a ces 4 marchés qui temporisent. On a un marché qui est pressé d'aller battre ses records, c'est le marché indien, et on a un autre marché qui est pressé aussi de revenir tester ces grosses résistances, qui est le marché français, hein, le CAC 40, qui surperforme, qui fait partie des gros surperformeurs, à l'exception évidemment de la bourse indienne qui vraiment cartonne, mais le CAC 40 fait partie de l'indice, enfin, des indices qui performent le mieux. Alors, on va passer aux métaux précieux. Alors, sur les métaux précieux, on a l'or qui, à l'image de ce qui se passe sur les autres, sur les bourses, consolide calmement à partir des 1880-1885. Donc, l'or redescend tranquillement. Alors, pour le moment, on n'a pas une correction. Pour le moment, on a une consolidation, une reprise de souffle. Tant que les 1750 tiennent, on peut valider hein, le rebond initié depuis le support majeur des 1675 $ l'once. Donc, pour le moment, ce support majeur, évidemment, le rebond tient toujours, il est toujours d'actualité. Et là, on voit l'or qui est soutenu par la moyenne mobile, par les moyennes mobiles et par la zone des 1750 $ qui fait maintenant office de support. Alors, sur l'argent, c'est un peu plus compliqué sur l'argent. On voit que la correction est plus sévère que sur l'or. On a cassé plusieurs moyennes mobiles hein, à la baisse et même la zone des 20 $ l'once est assez fragile. Hein. L'argent yoyote tantôt au-dessus, tantôt en dessous des 20 $ l'once. Donc le rebond est assez fragile, sachant que il y a un très gros gap à combler. Hein. Donc là, je vous ai mis un graphique en pas horaire. On voit un peu ce no man's land là, entre 20,50 $ et 21 et 21,50. On a une zone de 1 $. Là, cette zone de 1 $, c'est le gap. En fait, c'est le gap qui sépare l'évolution des cours de l'argent avant la crise du Covid et la zone qui sépare, où l'argent a évolué durant quasiment toute l'année 2020, l'année 2021 et une bonne partie de l'année 2022 entre 22 $ et 30 $ l'once. Ça, c'était après la crise du Covid. Donc, on a une zone de fluctuation de l'argent en dessous des 20 $ l'once avant la crise du Covid et au-dessus de 21,50 $ l'once après la crise du Covid. Et entre ces deux, on a ce que j'appelle le no man's land. C'est cette zone entre les 20 $ et 20 $, peut-être les 19,80 $ et les 21,50 $. Ça, c'est une zone finalement dans laquelle l'argent n'a quasiment pas fluctué. Il a fait des gaps, il a fait un gap à la hausse au moment de la crise du Covid et un gap à la baisse qu'on a vu ici. Hein, ça a été très, très rapide, la baisse, et un gap à la baisse. Et là, en fait, tant que ce gap n'est pas comblé à la hausse, l'argent reste dans une tendance vraiment très dégradée, surtout si on recasse à la baisse la zone des 20 $. Alors, sur le palladium, pareil, tendance très fragile. Il avait rebondi de 5% la semaine dernière et là, il repère les 5% gagnés. Il revient au contact des 2000 $ l'once. Et sur le platine, c'est l'encéphalogramme plat, puisque le platine reste autour des 900 $ l'once. Alors, je vais passer maintenant aux matières premières. Le pétrole est dans un gros triangle, un triangle baissier. Donc, il tient un gros support. Hein, les 90 $ le baril fait office d'un gros support qui a toujours tenu depuis la crise en Ukraine. Hein. Il a même été franchi avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, si on casse la zone des 90 $, on pourrait aller très très vite chercher les 75 $ le baril et le pétrole est coiffé par cette résistance baissière, hein, cette résistance baissière qui part des 120 $ le baril et qui
et qui descend, enfin qui se dirige vers les, vers les 90 $ le baril. Donc, si le pétrole casse à la hausse ce triangle, ça pourrait relancer le pétrole vers les 100, 110, 120 $ le baril. Donc, attention, c'est plutôt une figure baissière, ce qu'on observe sur le pétrole, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Regardez le CAC 40, il était dans ce même triangle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était supporté par la zone des 5008, le CAC 40, et il avait une résistance baissière oblique qui partait depuis le début de l'année, et le CAC 40 a réussi à casser cette résistance baissière et à prendre en un revers les vendeurs à découvert. Donc attention à ce qu'il ne se passe pas la même chose sur le pétrole. Pour le moment, le pétrole, il est en train de consolider et il est dans une figure qui lui est plutôt défavorable. Alors, sur le gaz naturel, pareil, le gaz consolide, mais la situation du gaz, elle est plus positive que pour le pétrole, parce qu'il y a toujours le problème du gaz russe. Autant sur le pétrole, on peut aller chercher du pétrole en Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi Emmanuel Macron a rencontré le prince MBS. Parce que évidemment, la France, beaucoup de pays d'Europe cherchent à diversifier leurs ressources énergétiques. Et avec le pétrole, on peut. Un pipeline, c'est du pétrole, c'est du liquide. Sur le gaz, c'est compliqué. On ne peut pas facilement remplacer le gaz russe par du gaz américain. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le gaz est beaucoup plus solide, tient beaucoup plus que le pétrole. Alors, sur le cuivre est rentré dans une zone pivot, puisqu'on voit sur un graphique de long terme, le cuivre aussi entre une fenêtre large entre 2 $ la tonne et 5 $ la tonne. Donc 2 $ la tonne, c'était après le confinement. Après le confinement, où on pensait que l'économie allait complètement s'arrêter, la planète était à l'arrêt, le cuivre a testé les 2 $ la tonne. Ensuite, suite au redémarrage après la crise du Covid, le cuivre est monté en ligne droite pour aller taper les 5 $ la tonne. Ensuite, on a eu le déclenchement de la crise en Ukraine. Et là, le cuivre corrige avec ce qui se passe en Chine, le ralentissement de l'économie chinoise. Donc, le cuivre corrige. Et là, on arrive dans une zone de 3,5 $ la tonne, qui est une zone d'accumulation patrimoniale qui peut être intéressante si on a une vue à long terme patrimoniale et qu'on n'a pas investi dans le cuivre. Ça peut être éventuellement une zone, un point d'entrée qui peut être intéressant. Alors attention, il ne faut pas faire de all-in, pas faire de levier, faire attention aussi au côté backward et Cotango. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le cuivre est en situation de Cotango, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, vous êtes investi sur le cuivre, vous perdez, vous avez un rollover qui est négatif. Donc, tout ça, il faut quand même vérifier avant d'investir. Alors, sur le nickel, pas grand-chose à noter. Sur le blé continue dans son canal baissier. On voit depuis la guerre en Ukraine, on voit un canal baissier. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le blé a effacé intégralement toute la hausse depuis la guerre en Ukraine, mais un gros support semble se dessiner au niveau des 775 $. On a un gros support qui apparaît et on a ce canal baissier. Donc là, ça va être très, très intéressant. Voir est-ce qu'on va casser ce support à la baisse, donc, ou est-ce qu'on va réussir à s'extraire par le haut du canal baissier. À suivre. Alors, sur le maïs, donc après avoir corrigé l'intégralité de la hausse suite à la guerre en Ukraine, donc je vous rappelle, voilà, là il y a eu la guerre en Ukraine, donc qui a assisté à l'envolée du maïs au-dessus des 800 $. Le maïs a corrigé fortement, et là on se retrouve avant la crise en Ukraine, on se retrouve au même niveau qu'à la fin de l'année 2021. Et là, c'est aussi intéressant, on va arriver pour le maïs dans une zone d'accumulation rationnelle, puisque là, c'est un graphique de long terme, où on démarre depuis avant 2021, et là, on voit qu'on arrive vraiment dans cette zone d'accumulation. Donc là encore, pour les personnes qui n'ont pas de contrat sur le maïs en portefeuille, ça peut être intéressant de diversifier son patrimoine
sur le maïs. Mais là encore, attention, le maïs, au moment où je parle, vient de passer en contango, c'est-à-dire qu'on a un rollover qui est à présent négatif. Alors, il y a encore quelques jours, quelques semaines, le rollover sur le maïs était positif. Aujourd'hui, le rollover, il est négatif. Il vous fait perdre de l'argent. Donc là, attention à ne pas investir de manière irraisonnable. Donc, je termine maintenant par les crypto-monnaies. Alors, on a une belle remontée du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, il fluctue, il est en train de consolider autour des 23 000 dollars. Attention, tant qu'on a encore quand même des grosses résistances à passer, tant que la zone des 30 000 ne vient pas être testée, on est encore dans un rebond technique. Pour l'Ethereum, alors l'Ethereum, c'est un peu pareil, alors le rebond est un peu plus violent que pour le Bitcoin. Néanmoins, sur l'Ethereum, on arrive sur une grosse résistance matérialisée par la zone des 2000, c'est une résistance symbolique. Puis, vous avez en page journalier la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 20 qui font office aussi de résistance et qui pourraient se croiser. Donc, si jamais l'Ethereum arrive à franchir la moyenne mobile 100, qu'il franchisse la zone des 2000 dollars l'Ethereum et que on a les moyennes mobiles 20 et la moyenne mobile 100 qui se croisent avec la moyenne mobile 20 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 100, ça enverra un signal haussier assez fort sur l'Ethereum. Mais l'Ethereum, au moment où je vous parle, est dans une configuration technique plus favorable que le Bitcoin. Alors, en conclusion, cette semaine est marquée par une reprise de souffle des différents marchés qui ont beaucoup bougé ces dernières semaines. On va rentrer dans une période estivale, calme, où l'essentiel des entreprises, des résultats d'entreprises ont déjà été publiés. Par contre, attention, il faudra surveiller la situation géopolitique qui peut surprendre. Je rappelle que les grandes guerres, notamment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de grands conflits se sont déclenchés durant la période estivale où les gens finalement ont autre chose à faire qu'à penser à la géopolitique et à la guerre. Donc, à surveiller surtout l'évolution des tensions géopolitiques Russie, Ukraine et Chine, États-Unis autour de Taïwan. Alors voilà, maintenant je fais un petit point sur mon portefeuille. Alors pas grand chose à noter, ça va aller assez vite. Vous voyez, bon, on n'a pas grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sur le portefeuille. Moi-même, je pars en vacances demain, donc je ne vais pas m'amuser à prendre de gros risques sur le portefeuille. Je suis toujours avec une exposition, une marge disponible qui est proche des 88%. Donc, je ne prends pas de risque parce que voilà, pendant 3 semaines, a priori, je ne vais pas trader sur les marchés. J'ai toujours un portefeuille qui est en moins-value, qui est dont la moins-value fluctue entre moins 2,5 et moins 3%. Alors voilà, j'étais tombé il y a encore 2-3 semaines à moins 6% et j'avais réduit de moitié mes pertes la semaine dernière à la faveur de très forts rebonds sur l'or, l'argent, les matières premières, les actions, les obligations. Et puis là, pareil, mon portefeuille rebaisse un tout petit peu, mais on a toujours une moins-value depuis le début de l'année qui se situe entre moins 2,5 et moins 3%. Mon principal objectif, c'est pas tant de repasser positif, c'est que parce que moi je n'ai pas de doute, je pense que vu ma stratégie, mon portefeuille va repasser dans le vert tôt ou tard. J'ai une stratégie patrimoniale, une stratégie d'allocation d'actifs. J'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Ma stratégie, c'est que mon portefeuille repasse en territoire positif avant le CAC 40, parce que le CAC 40 est en train de remonter très fort. On est maintenant à peu près 10%, 9%. On n'a plus que 9% à regagner avant de revenir dans le vert. On était quasiment à moins 20%. Donc le CAC 40 est passé de moins 20 à moins 10% de baisse par rapport au début de l'année, alors que moi, je suis passé de moins 6, moins 6,5 à moins 2,5, moins 3. Donc on voit que mon recovery, ma remontée, elle est beaucoup moins forte que le CAC 40, ce qui est logique
parce que je suis diversifié. J'ai des actions, j'ai des obligations, j'ai des matières premières, des métaux, des cryptos, etc. Et donc, évidemment, j'aimerais bien que ma résilience, la capacité à ne pas avoir des pertes à 20%, à 15-20%, se traduise par un passage en territoire positif de mon portefeuille avant le CAC 40 qui a eu quand même des drawdowns beaucoup plus importants. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour ce dernier point de marché avant la coupure estivale. Alors, je vais essayer, je ne promets rien, durant mes vacances, mes 3 semaines en Italie, de vous faire des points de marché. Alors, a priori, il ne devrait pas y avoir de graphiques. Ça va être compliqué pour moi de vous mettre des graphiques, faire des PowerPoint, etc. Parce que je vais pas mal vadrouiller. On fait un road trip, on va visiter Pompéi, on va faire la côte amalfitaine. Ensuite, on va remonter par le bas de la botte italienne pour remonter vers les Pouilles. Enfin, on va visiter pas mal de coins avec les enfants, avec ma compagne. Donc forcément, j'aurai peut-être pas le temps de vous faire tous ces graphiques, ces PowerPoint, ces camemberts avec mon portefeuille. Je vais pas beaucoup traiter, hein, je vais pas faire de trade. Donc forcément, mes vidéos seront plus light. Par contre, je vais tout faire pour continuer à suivre l'actualité. Voilà, ça c'est peut-être un peu le désavantage d'être investisseur par rapport au salarié, parce que le salarié, lui, une fois qu'il est en vacances, il est en RTT, il est en congé, il peut dire ciao, dire au revoir à son patron pendant 3 semaines et couper complètement. Quand vous êtes investisseur, malheureusement, vous ne pouvez pas complètement déconnecter par rapport au marché. Alors, j'ai allégé mes positions, bien évidemment, mais vous ne pouvez pas complètement déconnecter par rapport au marché, parce qu'une grosse partie de mes revenus aujourd'hui, au moment où je vous parle, proviennent des revenus immobiliers et surtout boursiers. Je rappelle, hein, j'ai un coefficient de liberté financière qui est situé à 85%, c'est-à-dire que 85% de mes dépenses sont absorbées par les revenus de mon patrimoine financier immobilier boursier. Donc donc je reste exposé évidemment au marché, et donc évidemment ça suppose que c'est difficile de complètement déconnecter. Donc, je vais quand même essayer de suivre l'actualité. Alors, est-ce que j'aurai une connexion suffisamment bonne pour vous faire des points de marché estivaux où je vous parle un petit peu de ce qui a pu se passer? Ça, je ne peux pas le garantir, je n'ai pas la main là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que pendant 3 semaines, vous n'aurez pas de graphique détaillé. Ça va être compliqué pour moi à faire. Par contre, je ferai tout pour vous donner des nouvelles des marchés et un petit peu mes commentaires, mes analyses. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne deuxième partie de semaine, de bonnes vacances si vous avez l'occasion de partir. En tout cas, moi, ça va être une belle coupure, et j'espère vous retrouver soit très bientôt pour un point de marché qui sera sans doute light, soit, si pas de connexion Internet, de vous retrouver d'ici 3 semaines. Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos proches, de vos amis, et à très bientôt. Salut tout le monde.